Je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque municipale de Versailles, dans laquelle nous avons monté cette exposition « La curiosité d'un prince, le destin du cabinet ethnographique du comte d'Artois ». L'exposition retrace l'histoire de la constitution et du destin du cabinet de curiosité de Charles-Philippe de France, le comte d'Artois, le frère cadet de Louis XVI. C'était une collection formidable qui rassemblait des spécimens d'histoire naturelle, des instruments de physique et de chimie, mais surtout, pour ce qui nous intéresse, une incroyable collection d'objets divers du monde entier. Donc nous avons initié ce projet avec le musée du Quai Branly autour de cette collection, puisqu'elle a longtemps été dans les locaux de la bibliothèque. Nous avons donc repris le dialogue autour de cette collection ethnographique qui est extrêmement importante en nombre d'objets et aussi par leur qualité. C'est une collection aussi qui illustre et évoque très bien le premier empire colonial français, car par leur provenance variée, ils illustrent la présence française en Amérique du Nord, dans l'actuel territoire de Guyane, aux Caraïbes, au Sénégal, à La Réunion et aux Indes françaises. L'exposition est réalisée dans le cadre du projet de recherche sur les collections royales d'Amérique du Nord, engagé par le musée du Quai Branly. Il s'agit d'un projet de recherche qui vise l'étude de l'importante collection de pièces collectées entre 1650 et 1850 dans les territoires actuels du Canada et des États-Unis. C'est un ensemble d'objets issus des cabinets de curiosité des XVIIe et XVIIIe siècles, qui ont été donc constitués par des aristocrates, des congrégations religieuses, des amateurs, des scientifiques et également par la Maison de France. L'exposition est présentée dans la Galerie des Affaires étrangères de l'ancien hôtel de la Marine et des Affaires étrangères, qui a été construit en 1761-1762 sur la volonté de Louis XV et de son ministre des Affaires étrangères, Choiseul. Le décor de la Galerie des Affaires étrangères évoque sa fonction diplomatique, puisqu'elle servait à recevoir les ambassadeurs, par exemple, à négocier de grands traités, comme le traité de l'indépendance américaine qui a été négocié dans ces lieux. Les peintures qui sont dans la galerie évoquent la place de la France dans l'Europe et dans le monde, et donc tous les échanges culturels qui ont eu lieu à cette époque, au XVIIIe siècle, qui est aussi l'époque de la constitution du cabinet de curiosité. L'exposition associe le musée du Quai Branly, la bibliothèque municipale de Versailles et également la nation Choctaw de l'Oklahoma. Il s'agit d'une nation qui était l'une des principales alliées de la France en Louisiane française au XVIIIe siècle. Et donc c'est une grande nation du sud-est des États-Unis qui a choisi de participer au projet pour raconter l'histoire des objets Choctaw conservés en France et leur relation avec la France dans le passé et dans le présent. Donc la dernière salle de l'exposition leur est dédiée. Ils ont eu carte blanche pour évoquer ces sujets et pouvoir dialoguer avec le public français. La collaboration de la nation Choctaw avec le musée du Quai Branly a commencé en 2017 dans le cadre d'un inventaire des objets Choctaw conservés en France que nous menions pour créer une base de données sur notre patrimoine préservé à l'étranger. C'est de ces échanges qu'est née l'idée de faire une exposition ensemble. Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé à la sélection des œuvres que nous souhaitions présenter au public français et à la rédaction des panneaux et cartels qui racontent notre histoire et nos perspectives sur l'avenir. Travailler avec nos collègues français a été une expérience formidable. Nous leur sommes très reconnaissants pour le dialogue et la collaboration engagée à distance. La collection du cabinet du comte d'Artois est réellement exceptionnelle car elle inclut un nombre très impressionnant d'objets du monde entier qui sont parmi les plus anciens conservés au monde et qui datent pour la plupart des XVIIe et XVIIIe siècles.
C'est donc des spécimens rarissimes, parfois même des unicats, qui sont aujourd'hui une source de connaissances vraiment très précieuse pour la connaissance des productions dans ces régions du monde à ces périodes anciennes. Le comte d'Artois et ses frères avaient bénéficié d'une éducation toute particulière, avec notamment les enseignements de l'abbé Nollet, qui était un grand expérimentateur, quelqu'un de très innovant, qui réalisait des tests, des expériences d'électricité par exemple. Et à l'époque, les jeunes princes avaient bénéficié d'un cabinet de curiosité et de sciences pour leur instruction. Donc c'est pour donner à ses propres fils ce type d'éducation que le comte d'Artois décide de rassembler ce magnifique cabinet de curiosité. Le marquis Armand-Louis de Sérent avait été quelqu'un qui s'était démarqué dans l'armée et qui en 1780 est nommé par Louis XVI gouverneur des fils du comte d'Artois. Donc c'est à lui que revient la tâche de constituer le cabinet de curiosité. Il va pour cela faire appel à Denis-Jacques Fayolle, un commissaire de marine qui a, grâce à ses fonctions et à un réseau familial important dans la marine, constitué une collection d'histoire naturelle réellement exceptionnelle qui s'est fait vraiment une réputation à l'époque. Fayolle va accepter de vendre sa collection d'histoire naturelle au comte d'Artois et c'est ainsi que débute la constitution du cabinet de curiosité. Fayolle va, pour le comte d'Artois, rassembler en quelques années seulement, de 1785 à 1789, un ensemble impressionnant d'objets ethnographiques, c'est-à-dire d'objets qui illustrent les us et coutumes des peuples du monde entier. Il va donc acquérir plus de 360 pièces qui sont listées dans le seul inventaire que nous conservons de cette collection qui date de 1792. C'est un document réellement très utile qui nous permet d'identifier certains objets et notamment ce canot d'un esquimau à l'abri de tout coulage et chavirage et qui conserve son étiquette d'origine du XVIIIe siècle. C'est un document exceptionnel pour sa valeur historique associée à cette collection, mais aussi pour ce qu'il représente. Si on le regarde de plus près, ce canot, qui représente donc un kayak, n'est pas de facture autochtone. En effet, le kayak est beaucoup trop large par rapport à la norme. Surtout, le personnage est représenté avec 2 pagaies, alors que le kayak se navigue avec une pagaie double. Donc c'est vraisemblablement une pièce qui a été réalisée par un Européen, d'après des descriptions ou des objets qu'il avait pu voir, et qui a été réalisé pour le marché de curiosité qui connaît un grand succès au XVIIIe siècle. Le cabinet du comte d'Artois comprenait également 3 têtes de cire qui sont encore conservées de nos jours. C'est des pièces réellement rarissimes et grâce aux descriptions fournies, on sait que cette tête était une tête de femme de Cayenne, que cette tête était celle d'un homme de Louisiane et que cette 3e tête était celle d'un sauvage, comme on l'appelait à l'époque, du Canada. C'est des pièces qui étaient, pour l'une d'entre elles en tout cas, montées sur un mannequin de peintre articulé et qui portait du coup un costume complet de Canadien. Il était très courant à cette époque, au XVIIIe siècle, d'intégrer des mannequins vêtus dans les cabinets de curiosité. L'inventaire nous dit que ces têtes ont été réalisées d'après nature et il pourrait s'agir éventuellement de portraits de représentants de délégations amérindiennes venus à la cour de France dans la première moitié du XVIIIe siècle. Denis-Jacques Fayolle a joué un rôle réellement fondamental dans la constitution du cabinet du comte d'Artois et aussi plus tard dans la préservation de ce cabinet après la Révolution. C'est une personnalité qu'on a encore du mal à comprendre complètement. C'était un amateur d'histoire naturelle réellement passionné qui va donc gérer la collection du comte d'Artois d'une main de maître puisqu'il arrive à l'accroître de dons et d'acquisitions très rapidement. On a longtemps cru que les pièces ethnographiques exceptionnelles de la collection d'Artois provenaient de la collection privée de Fayolle. En fait, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas vraiment le cas. Cette collection n'aurait pas pu être rassemblée par un simple privé de son statut. On trouve des objets qui sont réellement formidables, comme une collection de 18 peaux peintes d'Amérique du Nord, qui sont des objets diplomatiques qui coûtaient extrêmement cher et qu'il était très difficile
difficile d'acquérir. Donc on pense plutôt que le comte d'Artois a en partie eu recours aux collections du cabinet de curiosités des rois de France, et c'est la raison pour laquelle il réussit à rassembler en peu de temps une collection aussi impressionnante qui était à l'époque une collection exceptionnelle. Nous sommes ici dans la deuxième salle de l'exposition qui rassemble des exemples d'objets provenant de la collection du comte d'Artois qui illustrent la variété de leur provenance géographique. La collection comprenait des objets de Nouvelle-Zélande par exemple, qui à l'époque l'on appelle la baie des Assassins. Il y avait également des collections du Pérou, des céramiques préhispaniques, des pièces qui venaient d'Asie, des statuettes indiennes par exemple, et beaucoup d'objets d'Amérique du Nord et de Guyane. Donc vous avez par exemple ici des pièces qui viennent de ce qu'on appelle à l'époque Cayenne, une pièce réalisée en calebasse qui est peinte, un objet décoratif, et également un cache-sexe féminin réalisé en graines. Donc des objets qui peuvent sembler très simples mais qui sont réellement incroyables par leur ancienneté et leur rareté, et c'est ces mêmes objets qui apparaissent décrits dans les récits de voyages et d'exploration des colons français à l'époque. Donc, la collection d'Artois montre très bien les intérêts de la France au milieu du XVIIIe siècle. On voit une très forte présence de l'Amérique du Nord qui est vraiment une des colonies privilégiées où l'on tente de développer le commerce. Il y a notamment le commerce des peaux, les essences de bois. Les pièces que nous avons ici provenant de cette région du monde sont réellement des pièces de très grande qualité. Ils n'ont pour la plupart jamais été utilisés. Donc on voit que c'est des objets qui ont été faits pour l'échange et qui ont été obtenus par les Français par le biais de ces relations diplomatiques et commerciales. Vous voyez ici une pipe Tomahawk, un objet qui est un hybride et réellement le fruit des relations entre Français et Amérindiens en Amérique du Nord. C'est un objet qui combine la pipe à tabac et le casse-tête. Ce qui est incroyable dans cette pièce, c'est que c'est un objet de facture française, c'est-à-dire que c'est un objet qui est fabriqué par les Français au XVIIIe siècle pour être offert et échangé avec leurs alliés en Amérique du Nord. Donc c'est un objet de prestige réellement et bien plus qu'une arme. Cette pièce porte sa date de fabrication, elle est datée de 1763. L'ensemble le plus prestigieux du cabinet du comte d'Artois est sans doute la collection de 18 peaux peintes qui est listée dans son inventaire. Ces peaux peintes nord-amérindiennes étaient des objets de très grand prestige et qui avaient une très forte valeur symbolique. Ils étaient réservés aux chefs ou aux guerriers de statut. Cette peau peinte que vous voyez ici est réalisée en peau de cervidé. Elle a été tannée avec une très grande maîtrise et elle porte un décor peint qui représente notamment des calumets. Les pipes calumées étaient systématiquement utilisées dans les plaines. Fumer le calumet permettait de renforcer les liens d'amitié et de parenté entre les partenaires. Et donc c'est un rituel qui va être adopté par les Français lors de leur échange avec les nations nord-amérindiennes. Ce masque est attribué au Diola du Sénégal, il date du XVIIIe siècle et il est probablement le masque le plus anciennement arrivé en France. Il s'agit d'un masque utilisé dans les rituels d'initiation masculins. Sa forme bombée au niveau du front rappelle la force et la vigueur du jeune taureau. C'est une pièce qui a été inventoriée au début du XIXe siècle comme provenant de Louisiane. On sait aujourd'hui que cette pièce vient d'Afrique. C'est un masque très ancien qui peut être documenté grâce à des récits contemporains de l'époque et notamment grâce à une publication de François Froger qui explique et représente comment ont lieu ces rituels. Alors nous sommes ici dans la troisième salle consacrée au destin du cabinet de curiosité sous la Révolution, le Consulat et l'Empire. Sous la Révolution, en 1789, le comte d'Artois et le marquis de Serrant émigrent et Fayolle reste le conservateur du cabinet de curiosité mais aussi devient commissaire artiste
pour la commission temporaire des arts de Seine-et-Oise, qui est chargée de trier les œuvres d'art et les biens culturels qui sont destinés à être donnés à la nation. En 1797, la collection ethnographique, qui est le cabinet de curiosité, rejoigne le château de Versailles, qui est alors le principal dépôt des saisies révolutionnaires. Il est annexé au musée central des arts, qui a ouvert une année auparavant. Il est donc ouvert au public. En 1806, 2 ans après la mort de Fayolle, le cabinet est séparé en deux, puisque les collections d'histoire naturelle rejoignent le lycée de Versailles et les collections ethnographiques rejoignent la bibliothèque récemment ouverte. L'histoire de la collection du cabinet du Comte d'Artois illustre à maints égards l'histoire de la constitution des musées en France et celle de la notion de patrimoine public. Elle met en évidence comment, à la Révolution et dans les années qui s'ensuivent, des hommes politiques, des administrateurs, des conservateurs vont tout faire pour sauvegarder les objets d'art et de science face aux actes de vandalisme qui visent à détruire tout signe de despotisme. Nous sommes ici dans la 4e salle qui parle du sort de la collection au XIXe siècle et jusqu'à son transfert au musée d'ethnographie du Trocadéro en 1933. Et nous avons un témoignage très précieux de la muséographie de la collection au XIXe et au début du XXe siècle grâce à une série de 8 photographies sur plaques de verre qui sont encore conservées à la bibliothèque municipale, qui ont été réalisées dans les années 1920 par l'atelier du photographe Bessard, qui nous montre une muséographie par grandes aires géographiques et avec une accumulation d'objets, même si des objets d'aires géographiques parfois très différentes sont associés de manière erronée. La collection a été ouverte au public dès les années 1860, grâce notamment à l'action du conservateur Joseph-Adrien Leroy, qui le premier a établi un catalogue des curiosités et objets d'art de la bibliothèque de Versailles et qui s'est attaché à valoriser cette collection auprès du public. De nombreuses donations sont venues enrichir la collection dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les dons émanaient de membres de sociétés savantes locales, de missionnaires ou encore de personnalités liées au monde de la marine. Parmi les objets qui ont rejoint le cabinet de curiosité au XIXe siècle, nous avons un kappa et un battoir à kappa qui servaient donc à la réalisation de tels objets, qui est originaire d'Hawaï et qui a été réalisé dans les années 1830. Il est orné de motifs géométriques réalisés avec des pigments. Il s'agit d'une étoffe d'écorce et ici probablement d'une ceinture masculine. Ces objets ont été donnés par l'officier de marine versaillais Victor Touchard, qui les a rapportés d'une mission à bord de la corvette La Bonite en 1836. Nous sommes ici dans la dernière et 5e salle de l'exposition, qui est la salle qu'a investi la nation Choctaw pour évoquer les objets qui proviennent de leur territoire et également les relations qu'ils ont eues avec les Français au XVIIIe siècle, mais également aujourd'hui. C'est une collaboration qui s'est engagée tout d'abord sur l'étude des objets et on a souhaité partager avec le public la valeur qu'ont ces collections aujourd'hui dans les travaux de réhabilitation culturelle, dans la réflexion qu'a le peuple Choctaw sur son histoire et sa culture. C'est pour nous, côté français, un complément extrêmement important qui donne toute la valeur patrimoniale à ces pièces qui sont réellement exceptionnelles. Vous avez des objets incroyables comme des mocassins en peau d'ours, vous avez également un carquois en peau de poisson et une coiffe réalisée en plumes piquant de porc-épic et d'autres matériaux qui est l'une des plus anciennes conservées pour la région des plaines centrales et méridionales. Donc réellement des pièces très rares, très anciennes qui recouvrent toute leur valeur grâce au dialogue autour de ces pièces que l'on peut avoir avec les communautés d'origine. La nation Choctaw compte près de 200 000 membres habitant le sud-est de l'Oklahoma,
où nous avons été déportés au 19e siècle. Nos terres ancestrales se situent dans le sud-est des États-Unis, dans la région du Mississippi et de l'Alabama. Au temps de la Nouvelle-France, les Choctaws et les Français étaient alliés. Les Français étaient pour nous des frères avec lesquels nous commercions et partagions un même territoire. Cette histoire commune fait que de nos jours, certaines familles portent des noms français et que des mots français ont intégré la langue Choctaw comme le mot chapeau. Les collections de musées sont un moyen de créer des liens avec nos ancêtres et de comprendre leur mode de vie dans le passé. La croix présentée ici est par exemple un symbole des liens qu'avaient nos chefs avec d'autres nations quand nous étions souverains dans notre territoire d'origine. Nos artistes se servent de ces objets comme modèle pour leur création. Ils opèrent comme un dialogue entre les artistes du passé et les artistes du présent. L'artiste Les Williston a réalisé une coiffe pour le Centre culturel Choctaw que nous venons d'inaugurer et s'inspirant de la coiffe conservée au musée du Quai Branly. Nous remercions donc très chaleureusement la nation Choctaw pour sa participation à cette exposition et invitons le visiteur à venir la découvrir jusqu'au 11 décembre.